Et ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct. Il est 14h30 à Paris. Place à votre rendez-vous derrière l'image. On va prendre le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on accueille sur ce plateau Julie Dungeloff. Bonjour Julie. Bonjour Elisabeth. Tout juste fraîchement rentré de Colombie, j'allais dire du Venezuela. Mais non, à la base, vous aviez visé le Venezuela. Mais il faut des autorisations pour cela. En l'occurrence, on ne peut pas rentrer dans le pays au moment où l'on se parle quand on est journaliste étranger. On va regarder les clichés que vous avez pu réaliser parce que vous avez quand même réussi à courir évidemment cette crise au Venezuela depuis la frontière et depuis la Colombie. Racontez-nous ce qu'on voit ici à l'écran. On est à Bogota là. On est à Bogota, on est place Simon Bolivar, on est le 7 janvier dernier et on se trouve à une manifestation qui a été convoquée par le président colombien, Gustavo Petro, pour, je cite, défendre la souveraineté et la démocratie colombienne. Sur le panneau, on voit à la fois un drapeau américain où les étoiles ont été transformées par des croix gammées et des têtes de mort, et il y est écrit non à la guerre impérialiste américaine au Venezuela, dehors les Yankees donc les Américains. Ce qu'on a pu ressentir chez cette gauche colombienne, c'est vraiment ce sentiment très anti-américain, anti-impérialisme américain. C'est des mots qui sont ressortis à plusieurs reprises. Cette attaque des États-Unis sur le Venezuela, cette capture de Maduro, ça ravive vraiment ce sentiment anti-américain. Ça ravive aussi une longue histoire sur le continent sud-américain d'interventionnisme, notamment on pense au Guatemala en 54, au Chili en 73, on pense au Panama également, et puis toute la rhétorique de Donald Trump ces derniers temps concernant évidemment le Venezuela, mais concernant aussi la Colombie, concernant Cuba, concernant le Groenland, ça ravive cette peur. On a pu parler avec quelques personnes dans cette manifestation. Je vous propose de les écouter pour mieux comprendre. Ce qui se passe avec Donald Trump et tout ça, ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui pourrait arriver ici, je trouve ça injuste et je ne suis pas d'accord. Ce monsieur des États-Unis, le président Trump, est très abusif. Les États-Unis, personne ne les arrête. C'est ça le problème. C'est la malédiction de l'Amérique latine, comme on dit ici. Voilà, alors cette manifestation qu'on a couverte ici sur France 24, elle s'est tenue quelques jours après l'intervention américaine et dans un contexte quand même de passe d'armes entre le président colombien, Petro, et le président américain, Donald Trump. Oui, et en réalité, c'est depuis que Trump est revenu au pouvoir, les deux hommes n'ont de cesse de s'invectiver par réseau social interposé. Mais concentrons-nous juste sur cette petite période qui démarre le 3 janvier, donc l'intervention américaine au Venezuela. Très vite, Donald Trump commence à menacer son homologue colombien en disant, je cite, permettez-moi une expression peu châtiée, fais gaffe à tes fesses. Ensuite, il menace une nouvelle fois d'intervenir en Colombie. Alors cela fait très vite réagir évidemment Gustavo Petro, le président colombien qui menace de reprendre les armes, lui qui avait fait partie d'un groupe armé jusqu'en 89 et qui avait abandonné les armes. Il promet que le peuple de Colombie va se réveiller en cas d'intervention américaine. Et ce qui est quelque peu surprenant, c'est que c'est ce soir-là, sur cette place Simon Bolivar de Bogota, on assiste à vraiment un retournement de situation. Gustavo Petro, qui avait vraiment chauffé la foule dans un sentiment très anti-américain, comme on vient de le voir sur cette photo, arrive sur scène avec beaucoup de retard, en expliquant qu'il est en retard car il a parlé au président Trump. Il affiche une feuille blanche sur laquelle était écrit son discours, et il dit, en fait, j'avais prévu un discours très virulent, mais je vais complètement changer de discours. Et il commence à lire un post de Donald Trump sur un réseau social en disant que Trump avait été très honoré de lui parler. Parce qu'en effet, il est en retard parce qu'il vient de discuter avec Donald Trump, que les deux hommes se réconcilient et qu'ils finissent par convenir d'un rendez-vous à la Maison-Blanche. Gustavo Petro qui promet même de jouer l'intermédiaire entre Trump et Delcy Rodriguez, la nouvelle présidente du Venezuela. Donc c'était une soirée assez dingue en réalité, d'un point de vue géopolitique. Effectivement, le changement de ton aussi soudainement. Tout cela se joue dans un contexte bien particulier, contexte électoral en Colombie. Oui, tout à fait. Il faut bien se souvenir que Gustavo Petro, donc depuis le président colombien, c'est le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. C'est important dans ce contexte. Et que des élections vont en effet se tenir en mars et mai prochains en Colombie. Donc ce à quoi on assiste ce soir-là, c'est également un meeting électoral de Gustavo Petro qui n'a pas manqué de faire réagir la droite colombienne qui a accusé le président colombien de se faire manipuler. Il l'accuse régulièrement
régulièrement d'être à la fois chaviste, castriste, en référence évidemment au régime vénézuélien ou au régime cubain. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de notre séjour et notre mission sur place, on a été à la fois avec ces partisans de Gustavo Petro, mais aussi dans un bastion de droite, à la frontière avec le Venezuela, où là, lorsqu'on parle aux politiques ou encore aux citoyens qui votent à droite, eh bien, eux sont pour l'interventionnisme américain, sont pour la capture de Maduro. Il y en a certains même qui me disaient, si Donald Trump intervient vite et bien en Colombie pour faire tomber Gustavo Petro et pour nous débarrasser du narcotrafic, ça sera très bien. Je cite dans le texte. Alors justement, vous avez passé du temps à cette frontière dans l'espoir de pouvoir gagner le Venezuela. Décrivez-nous peut-être l'ambiance. On va voir les images que vous avez tournées sur place. Qu'est-ce qu'on raconte au moment où vous y êtes ? Écoutez, on est donc à cette frontière vénézuélienne. On n'est pas seul. Il y a 200 journalistes qui sont sur place, des médias absolument du monde entier. On est tous dans l'espoir de pouvoir passer cette frontière avec le Venezuela. Sauf que impossible d'y travailler sans accréditation. Il y a quelques journalistes qui ont essayé de le faire, des confrères et des consoeurs qui se sont très vite fait arrêter, fouiller leur matériel, effacer leurs images, qui ont passé des nuits parfois avec les autorités ou la sécurité vénézuélienne. Donc nous n'avons pas tenté de le faire. Même au Venezuela, il y a plus de 14 journalistes qui ont été arrêtés alors qu'ils avaient des visas et des accréditations pour travailler. Donc ça, c'est pour le contexte un peu plus global. Et ce qu'on voit, c'est un va-et-vient de Vénézuéliens qui ont l'habitude de faire leurs courses du côté colombien de la frontière, parce qu'il n'y a rien, absolument rien du côté Venezuela, c'est ce que nous témoignent les gens. Et puis on voit cette sécurité, là, par exemple, ces chars de l'armée qui ont été renforcés. Voilà, on voit des chars parce que la Colombie, forcément, elle a renforcé aussi son dispositif de sécurité. Ouais, dès le 3 janvier, en fait, Gustavo Petro décide bien de redéployer des hommes qui, à la base, luttaient contre les guérillas internes, de les déployer tout le long de cette frontière avec le Venezuela. C'est une frontière immense, 2000 kilomètres, et donc il y a 30 000 hommes qui y sont déployés. Alors, que craint exactement la Colombie à ce moment-là ? D'une part, c'est un exode massif d'habitants du Venezuela vers la Colombie. Et en réalité, depuis 2014, il y a 8 millions de Vénézuéliens qui ont passé cette frontière du fait de la crise au Venezuela. La deuxième menace, c'est la crainte d'assaut de groupes armés des deux côtés de la frontière, parce que toute cette zone, c'est une zone de narcotrafic. Et donc, en réalité, ce que nous avons constaté sur place, c'était une situation assez classique, assez banale. D'ailleurs, c'est ce que témoignait l'armée colombienne avec laquelle on a pu parler, c'est qu'en réalité, le trafic était tout à fait classique. Il n'y avait pas des gens qui cherchaient à rentrer au Venezuela et il n'y avait pas de gens qui cherchaient à quitter le Venezuela. Et pas d'exode en particulier que vous avez pu être témoin. Que vous ont dit les Vénézuéliens avec lesquels vous avez pu parler ? Donc, on rappelle les gens qui vivent quand même dans la zone et qui ont l'habitude de franchir cette frontière. Alors, il y avait deux types de gens avec lesquels j'ai pu parler. Il y a les Vénézuéliens en exil. Actuellement, il y en a 3 millions qui vivent en Colombie et qui, eux, me disaient qu'ils avaient célébré cette chute de Maduro, cette capture de Maduro par les États-Unis et qu'après, c'est un sentiment un peu de déception qui a été créé. Pourquoi ? Parce que en réalité, ils ont eu l'impression quelque part, je cite, de s'être fait flouer, dans le sens où Maduro est certes emprisonné aux États-Unis, mais le chavisme ou le madurisme n'est pas tombé, puisque c'est une proche de Maduro qui a pris le pouvoir, Delcy Rodriguez, et donc il se sentait un petit peu comme un espoir freiné. Ça, c'est des mots qu'on a beaucoup entendus. Et puis, lorsqu'on parlait aux gens qui, justement, venaient faire leurs courses du côté colombien de la frontière, donc ils vivent encore au Venezuela. Ils nous disaient que eux, ils craignaient, ils vivaient un peu dans la paranoïa parce que, du côté vénézuélien, suite à l'attaque américaine, les forces armées procédaient à de nombreux contrôles, cherchaient les traîtres entre guillemets, et que par exemple, ils n'osaient pas parler au téléphone avec des proches, célébrer la chute de Maduro, eux qui étaient plutôt favorables à ce qui s'était passé à l'intervention américaine. Et ils étaient dans le même sentiment en disant « ça change, mais rien ne change ». Donc un sentiment très, 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 très mêlé, évidemment. Voilà, beaucoup d'interrogations évidemment sur ce que va advenir le Venezuela avec cette présidence par intérim avec qui visiblement Washington travaille très bien, Delcy Rodriguez.
cette possibilité de pouvoir rentrer ou pas dans le pays. Évidemment, France 24 reste mobilisé pour vous témoigner de ce qu'il se passe à l'intérieur du pays. J'ajoute quand même que le président cubain vient de s'exprimer à l'instant. Il affirme qu'il n'y a aucune discussion en cours avec les États-Unis. Cuba, dont on le sait, est désormais aussi une autre cible des États-Unis. Merci beaucoup, Julie, pour ce témoignage retour de terrain. C'était Derrière l'image. Restez avec nous, l'info se poursuit évidemment dans ce Paris Direct avec votre grand format du jour, c'est le Focus. Regardez.